En tout cas, le constat que tout le monde a eu, en tout cas que j'ai là en fin de chapitre, l'aggro de début de tour fait comme sensation en ce moment, j'ai l'impression. Bah oui, rouge-violet qui est majoritaire. Sur tous les decks, tous ceux qui ont amené le côté aggro en début de partie ont réussi à prendre des parties. Ouais, contre rouge-violet, c'est ça. Ouais. Alors que dans les autres chapitres, peut-être un peu moins, mais là il y avait un truc. Tout le monde s'est rendu compte que l'aggro du début posait problème là. C'est pour ça qu'il y a eu un peu des verts rouges qui sont sortis. On fait des choses très sympas. Le vert rouge, je pense qu'un vert rouge atomise très facilement tous les rouges-violets, mais va avoir beaucoup plus de mal contre un Bucky. Et ouais, là, le problème. La pioche. Et vu qu'on va être là, à mon avis, sur un peu un espèce de 50-50 en représentation rouge-violet vert gris, j'ai l'impression. pour moi, le deck le plus fort actuellement, ça reste le rouge-violet. Je pense que Bucky est derrière. Beaucoup pensent que le match-up Bucky rouge-violet, il est pour Bucky, et je ne pense pas. Je pense qu'on est sur un 50-50, plus maintenant. Un peu favorablement. Suite à la nouvelle stratégie, voilà. Suite au avoir mieux maîtrisé. Un château de la reine, un Bucky ne le gère pas. Ça peut passer. Ouais. Moi, mon avantage, du coup, il est un peu plus grosse créature, donc des fois, ça peut me permettre de gagner ça, mais du coup, je suis moins aggro, donc aussi, je peux vite me faire rattraper. Je pense que c'est le deck le plus fort, globalement. D'ailleurs, beaucoup me finale rouge-violet miroir. Force Force, rouge-violet gagne contre un style sombre en finale. Pour moi, c'est le plus fort, c'est le plus polyvalent. Et on retombe un peu dans le même schéma que du chapitre 3, où pour moi, le deck le plus puissant du chapitre 3, c'est le style song, mais vu qu'il est plus dur à jouer, le plus fort reste le rouge-violet parce qu'il y a moins grosse montagne à gravir pour le maîtriser. Et de toute façon, sur les 4 chapitres, c'est rouge-violet qui était le meilleur. Qui a tenu un deck qui est moins cher en plus, plus accessible. Donc, je sais pas sur quoi je me lance, j'ai pas encore décidé ma decklist. Moi, je trouve les bleus-gris impressionnants aussi. Quand ils sont maîtrisés, ils font sensation parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent tout gagner. Il faut maîtriser. Ils peuvent tout gagner en fait au final. Donc si ils ont des moyens de s'entraîner régulièrement, oui. Bleu-gris et style sombre, c'est 2 decks où s'ils sont maîtrisés. Un style sombre qui roule, c'est un style sombre qui roule surtout en fait. Après c'est fatigant, moi mon style sombre de chapitre 3, je me rappelle que je comptais mes cartes. Je mémorisais l'ordre dans lequel j'avais mis toutes les cartes en bas du deck avec les Ariel ou avec les... C'est la fête du chapitre 2 même. Ce qui fait qu'en permanence, je me rappelais que sur les 11 cartes du fond, j'avais ça dans tel ordre à peu près, donc je peux pas les avoir là. C'est usant. Par contre, c'est usant. C'est usant et le misplay ne pardonne pas. Je ne pardonne pas. Pareil, le deck tourne autour de ce rêve bleu, mais il faut savoir le jouer au bon moment, sinon c'est une épée à double tranchant. Exactement. Là, la stratégie qu'on serait en train de mettre en place, ça serait une stratégie un peu aggro de... Je balance un board ultra aggro en fait, avec des Porcinet, des Lorenz, des Lark, peu importe, des trucs aggro, pas des Balou, remparts. Et je chante ce rêve bleu pour reset en fait. Ou alors c'est je chante ce rêve bleu avec l'Ariel et je me retrouve avec une main de 7, je balance plein de trucs. Et en permanence reset notre main, du coup reset la main de l'adversaire avant qu'il la vide. C'est un peu comme ce qu'on faisait avant, mais là encore plus en fait. C'est vraiment des limites de rêve bleu à chaque tour en fait. Ça veut dire qu'il faut trouver les rêves bleus, il faut piocher, il faut vraiment creuser le deck, il faut sortir plein de petits persos, l'aurer très vite. C'est en progression, on va dire, en cours d'élaboration, on verra. Et là, donc tes futurs tournois, donc c'est Bologne, et puis il y a d'autres choses où tu t'es inscrit. Birmingham aussi. Déjà fait. T'as fait l'inscription c'est avion, hôtel, tout est calé. Et d'autres choses là, non, en prévision? Là, il n'y a rien d'autre pour le moment, sauf qu'il n'y a rien de... D'accord. Parce que vu qu'il y avait tous les championships jusque-là, le chapitre 5 sort le vendredi prochain. Là, il y a Bologne. Non, j'ai pas vu de tournoi. Sur le chapitre 3, j'avais fait un gros tournoi construit de conclusion de tournoi chapitre 3, chapitre, qui avait été fait au domaine des jeux. Et là, j'en ai pas vu, donc je pense qu'il n'y en a pas. D'accord, bon, c'est quand même 2 gros tournois. Oui, et puis là, après Bologne, on va faire une petite pause. Bah oui, parce que le championship pendant un mois. Commencer à regarder les cartes du chapitre 5 et réfléchir un peu à la suite, c'est ça? Le petit Navine, là. Petit Navine 600 à mon avis. Et
Un petit conseil pour les joueurs qui vont participer à Bologne, en tout cas dans notre secteur. Qu'est-ce que tu leur dirais ou voilà, ton avis, conseil Alors, j'aborde tous mes tournois de la même manière. Déjà, je vise toujours le top 1. Même si je ne dis pas que je vais faire top 1, mais je vise top 1, parce que c'est en visant le plus loin possible qu'on va le plus loin possible. Ouais. Je pars toujours du principe que n'importe qui peut me battre. Même un gamin de 6 ans qui a un deck de démarrage. Oui, de rester humble vis-à-vis du jeu. Que ce soit le joueur, mais aussi le deck. C'est-à-dire que même si c'est un deck où, en théorie, je suis un gros contre du deck, où j'ai 90% de chances de gagner, peu importe, je pars toujours du principe que tu peux la personne en face peut gagner. Donc ça, c'est important pour éviter misplay, prendre la partie par-dessus la jambe et perdre au final, comme ça. Ça, c'est ça. Mais en même temps, ça peut paraître paradoxal. Je pars toujours dans une partie en partant du principe que je vais éclater mon adversaire. Pas dans le sens je vais gagner, c'est facile, mais je pars toujours du principe de je vais gagner. Je vais mettre 2-0, je vais gagner, il n'y a pas d'autre solution. Pas dans le sens il est moins bon, je vais gagner, mais dans le sens où je vais aller chercher la victoire. C'est-à-dire que je pars toujours positif, je me dis jamais oh là là, lui il est trop fort, il va me battre, oh là là, il joue tel deck, il va me battre, ah j'ai pas le toss donc je vais perdre. Parce qu'en fait, à partir du moment où je suis négatif, ça marche pas. D'accord. Et donc, sans jamais sous-estimer l'adversaire, sans jamais me dire je vais gagner, quand je relance une partie, c'est toujours je vais gagner la partie. Ça va pas être facile, mais je vais la gagner. Et tant que donc là on parle d'un BO3, mais même sur une manche, tant que mathématiquement c'est pas perdu, ou je sais que là de toute façon c'est impossible de comeback parce qu'il va finir maintenant, enfin bref, je continue en me disant je vais remonter. C'est pas je vais peut-être remonter, c'est pas non, c'est je vais remonter. Le conseil, c'est toujours de rester positif et de l'assurance. Être assuré de. Et pas me dire oh là là, même si intérieurement on dit bon là ça va être dur. Effectivement, je suis très en difficulté, ça va être dur, c'est pas grave, je vais remonter. Et si je remonte pas, c'est pas grave, je gagnerai les 2 prochaines si c'est un BO3. Donc en fait, c'est être très sûr de soi, mais pas sous-estimer. C'est juste se dire il n'y a pas d'autre possibilité que de gagner, donc je vais gagner. Et si on n'est pas très sûr de soi, se forcer à être sûr. Oui, c'est ça. Au début, moi, j'étais pas du tout sûr. Quand j'ai lancé mes tournois Stitch, c'était mes premiers tournois, je me disais, non, je vais gagner. Je vais aller chercher la victoire. Et là, j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui se posaient la question sur leur deck. Souvent, on dit, il faut éviter de choisir un deck de dernière minute. Mais en fait, tu viens de confirmer que tu es dans ce cas-là aussi. Il ne faut pas le faire. Il ne faut surtout pas le faire. Même changer des cartes au dernier moment sans tester. Il ne faut pas le faire. Si le deck roule, si le deck est testé, sur du deck, on garde le deck. Moi, je suis juste un gros con, je fais n'importe quoi. Je le sais, à chaque fois, je me dis non, arrête de changer. Le problème, c'est que je veux tout jouer en fait. C'est ça, c'est le problème de mon côté joueur. Il y a le côté compétitif et le côté joueur. Tu aimerais refaire le tournoi avec tous les decks que tu aimes. On recommence. Je fais c'est cool, violet-vert, ça a l'air cool génial, aussi, c'est cool. Et puis ça a l'air cool s'ils sont. Mais non, arrête. Je dis arrête de changer. Oui, ça a l'air cool, mais c'est pas grave. Tu feras ça un prochain tournoi. Je déteste cette expression qui est très vraie, qui dit que choisir c'est renoncer. Sauf que moi j'aime pas renoncer, j'aime bien tout avoir. C'est pour ça que j'ai un playset complet, parce que je ne veux pas renoncer. Et c'est assez maladif. Non, il faut garder un deck construit, connu, qui roule. Parce que en tournoi, c'est pas le moment de découvrir ah oui, c'est vrai, j'ai cette carte, quoi. Ça m'est arrivé, je parle d'une expérience où j'avais changé en me disant oh vas-y je change, c'est pas grave. Ah oui c'est vrai, j'avais ça, bon maintenant faut que je fasse avec, quoi. Mais j'avais sorti de mes calculs cette carte et voilà. Donc non, pas changer le deck, faites pas ça. D'accord. Y aller serein, y aller avec un deck, surtout un deck qui nous plaît, je pense. Ouais, on revient toujours à ça. Parce que même si le deck est fort, s'il vous plaît pas, déjà vous n'allez pas vous entraîner beaucoup. Vous ne serez pas fort avec. Et puis ça va vous saouler de jouer, vous allez dire hop voilà, ça me fait chier. Et c'est pour ça que j'ai modifié grandement le Bucky. Le Bucky, je crois que j'ai changé 20 cartes, je sais plus combien exactement, mais comme je dis, il n'y a plus d'Ursula légendaire, il n'y a plus de Cruel Diablesse, il n'y a pas de Krieg. Ouais, faut t'adapter à ta façon de jouer. Parce que ça me saoulait. C'était pas intéressant. C'est dommage, cette histoire de ce vert gris. Ouais. On le joue, on sait qu'il est fort, et on n'aime pas le jouer, mais on aime le jouer, mais on n'aime pas le jouer. Alors, je dirais pas qu'il est fort, je dirais pas qu'il est extrêmement fort en fait. Et Ravensburger, sur le nerf de Bucky, il a bien précisé qu'il nerf Bucky d'une manière complètement débile, mais ça c'est une autre histoire. Ouais, bien sûr. Il nerf Bucky pas parce que le deck est fort, c'est marqué noir sur blanc, il marque que c'est parce que c'est frustrant de jouer contre. Ouais.
Je veux bien entendre que c'est frustrant de jouer contre. Je veux bien entendre que Ravensburger ne veuille pas que ce soit. Mais juste dans ce cas-là, ne mettez pas de défausse. Ne mettez pas de mécanique de défausse. Il y a plein de possibilités. Ils nous nerfent Bucky, ils nous mettent un miroir. Si l'adversaire il a plus de 3 cartes, il doit se défausser jusqu'à avoir que 3 cartes. C'est un peu schizophrène comme décision, je trouve. Je peux comprendre qu'on dise on veut pas de deck défausse, c'est frustrant pour les joueurs. On veut un environnement serein pour tout le monde, je peux l'accepter. Mais derrière, il faut être cohérent. Faut pas mettre le miroir de Prince Jean, faut pas mettre le Prince Jean qui fait piocher quand on fait discard. Faut juste pas les mettre. Tu penses qu'il le savait complètement ou que ça fait partie un petit peu des combinaisons que se sont appropriées les joueurs et ont réussi à créer un truc qu'eux n'avaient pas anticipé? Alors moi j'ai une théorie, il ne faut pas que Ravensburger regarde cette vidéo, mais pour moi ils ne testent pas l'enjeu. C'est possible, hein. Ou très peu. Ah oui, ce serait possible. Et le nerf pour moi c'est sous le nerf de Bucky qui me dit ça, puisque ce nerf n'a aucun sens. Déjà, on n'est pas sur un jeu vidéo, on n'applique pas des patchs comme ça. Enfin, à un moment, soit tu bannes la carte, soit tu fais un petit errata si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais là, changer complètement une carte, en fait c'est la porte ouverte à tout. Ah ouais. Et deuxièmement, j'imagine moi la réunion de Ravensburger concernant Bucky, où un mec a dit bon les mecs, Bucky ça pose problème, les gens sont pas contents, faut qu'on le nerf. Ils étaient 3. Il y en a un qui a dit on peut passer le coup à 3, l'autre qui a dit on peut retirer Ward, l'autre qui a dit on peut lui niquer sa capacité. Il a dit bon allez, on fait les 3. On met tout et puis ça non, ira. En fait. Ou peut-être t'en testes un, ça marche pas, t'en fais un deuxième, etc. Et surtout, je m'estime pas ultra intelligent, je m'estime pas avoir une connaissance de jeu, de game Et surtout, design. je te coupe, dans le chapitre 5 là, je sais pas si tu as aperçu les derniers spoilers de il y a cartes. le miroir. Ah, c'est ça. Ouais, le miroir Qui est interdit de. Ah non, oui, non, celle-là, le compte. Oui, en plus, t'empêche de il sort défausser. un compte de Bucky. Donc il y avait le compte de Bucky qui vient de sortir. Et il ressort un truc. Enfin, ouais. Je m'estime pas avoir un gros niveau de game design général. Je m'estime pas avoir un gros niveau de jeu dans l'Orcana en général. Mais en fait, Bucky, on le laisse tel quel. On rajoute juste un errata de 3 mots qui dit quand cette carte est épuisée et on fait l'effet. Ce qui veut dire que déjà, on peut plus faire Diablo, on peut plus faire le Bucky Diablo T2, puisqu'il faut que Bucky soit épuisé, donc c'est pas le cas. Donc déjà, c'est ça qui est fort, c'est ce tour-là qui est fort. Donc déjà, on retire le gros problème du deck. Et surtout, c'est qu'on a plus ce Bucky qui va rester safe avec son ward tout le long. Puisqu'en fait, au moment où je vais vouloir discard, je vais devoir engager mon Bucky. Ce qui veut aussi dire que par exemple, au moment où je pose un deuxième Bucky, et si je pose un alter en même temps, je ne vais pas faire défausser 2 cartes adversaires, mais qu'une, en engageant mon premier Bucky. Ouais. Non, mais je veux dire, il y en avait des solutions. C'était juste ça. Papote avec les joueurs, ils en ont 25 d'alternatives. Et c'était simple. Quand Bucky est épuisé, sa capacité fonctionne. Donc ça veut dire que quand je discard, je mets en danger mon Bucky. Donc à moi, soit d'avoir réussi à gérer le board pour qu'il ne puisse pas me le tuer, soit j'estime que je vais l'engager parce que j'ai joué 2 footboard, donc ça va faire défausser 2 cartes et ça va. Ouais. Et le deck il était équilibré. Fin de l'histoire. Là, ils ont détruit un deck. C'est dommage. Et autant ban la carte. Parce qu'en plus, une ban liste, on peut la sortir. Enfin, on peut sortir la carte. Il faut croiser les doigts qui ne continuent pas comme ça sur d'autres cartes fortes. Parce que déjà, juste retirer le ward, l'heure d'atteinte, pour moi, c'était déjà trop gros. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, ça veut dire que dès que je pose T2, il ne verra pas le T3 dans tous les cas. Ouais, bien sûr. Donc ça, pour moi, c'était déjà un trop gros nerf. Je savais que j'aurais pas pu utiliser le Bucky. Mais alors de mettre les 3 ensemble, c'est... faites un ban de Bucky et vous ressortez la nouvelle carte que vous avez fait. Vous faites un Bucky version 2, vous faites un Bucky avec un bras en plate pour la blague. Et d'ailleurs, ils vont faire comment? Ils vont réimprimer des nouveaux Bucky? Alors, j'ai lu sur le Discord officiel que... Alors, c'était en anglais, donc je te fais une traduction... en gros, il disait que le nouveau Bucky ne sera pas présent dans des packs, donc dans des boosters, mais ils vont le mettre à disposition par d'autres moyens. C'est comme ça qu'ils l'ont dit. Donc pour moi, il va y avoir des packs de 4 Bucky distribués en boutique qui sera donné gratuitement. C'est une peu commune. Ça va. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est débile. Je comprends pas. Après, mon côté troll fait que si j'étais chez Ravensburger, là aujourd'hui, l'enchanté de Championship du prochain chapitre, je faisais un Bucky. Je faisais le Bucky raté, la version de Bucky en enchanté pour le Championship. quitte à faire ça, autant aller au bout, quoi. Exactement. Autant aller au bout. En tout cas, ça a bien fait parler cette histoire. Et donc, ça va peut-être
être aussi un argument où les gens se disent « Oh, j'hésite avec le vert gris ou celui-ci. Oui, mais après le 9 août, c'est fini. Allez, quitte à jouer, on va jouer vert gris. Ouais, » Ça peut peut-être Oui, rajouter aussi, encore des arguments. Il y aura encore plus de joueurs vert gris peut-être à Bologne. Un petit tournoi hommage Bucky, tout le monde vert gris, ce serait merveilleux. Un tournoi vert gris. Quel enfer. Moi ça m'arrangerait. Bon, parce ça que, t'arrangerait. moi le match-up miroir, C'est pas mal pour je toi. préfère avoir un miroir qu'un rouge-violet. Donc Ouais. plus il y aura de Bucky, moins il y aura de rouge-violet. Bon, ouais, très bien. Mais je pense que ça risque d'être le cas. Il y a juste Silsong, j'ai pas trop envie qu'il soit trop présent. Ouais. Silsong, Ouais, voilà, c'est difficile. Silsong, c'est difficile. Mais ça fait le tri aussi sur les joueurs qui le maîtrisent. Aussi, peut-être. Donc à voir, ça sera la surprise de Bologne. Moi je pense qu'il y aura à peu près coup d'à coup de rouge-violet. Ouais, et ça c'est évident. Ouais. Bon, il ne reste plus qu'à avoir la chance, avec les pairings de joueurs, Exactement. de tomber. Sur des miroirs, que des miroirs. Donnez-moi Voilà. que des miroirs.